Je présente entre-temps Luca Quarelli. Comme j'avais annoncé, il présentera un peu cet objet, hein, la région centrale, que nous allons voir après à 5 heures, en copie de 16 mm. Et je le présente brièvement. Il est membre de ce groupe de recherche depuis quelques années. Il est maître de conférences maintenant à l'Université de Lille 3. Et en sciences de la communication et de l'information, et il travaille sur des questions, disons, du lien entre images politiques, aussi les images de propagande, des questions de mise en forme de l'histoire aussi. Donc voilà, Luca, je te remercie d'être là et je te laisse la parole. Merci, Angela. C'est assez, bon, au moins, je trouve assez difficile de parler d'un film juste avant son visionnage. Il est davantage quand les réalisateurs se trouvent parmi les auditeurs de la salle. C'est le cas aujourd'hui. La région centrale sera projetée d'ici une demi-heure et Mike Osno nous fait le grand honneur de participer à ces colloques sur le temps suspendu. Afin d'alléger le poids du conférencier qui se trouve dans cette situation, je me suis dit qu'il fallait éviter des choses grossières comme montrer des photogrammes du film ou donner trop d'informations qui pourraient nuire à l'effet surprise pendant le visionnage, c'est-à-dire faire du spoiler. En deuxième lieu, j'ai pensé que, heureusement, le cadre thématique du colloque me permettait de parler du film à partir d'une enveloppe discursive plus large, chose que je tenterai de faire dans cette demi-heure, quarantaine de minutes. La région centrale est un film en couleur sur pellicule 16 mm réalisé en 1971 par Mike Osno. Le film, de la durée d'à peu près 3 heures, est tourné exclusivement par une caméra installée sur un dispositif mécanique qui la dirige dans tous les sens, lui permettant de tourner sur 360 degrés dans tous les axes face à un paysage naturel du Québec, près de la région de cette île. Les pieds gyroscopiques qui bougent la caméra, réalisés par Pierre Abalou, étaient en principe conçus pour être activés par la bande son du film, mais pour des questions techniques, pendant les tournages, il a été activé à distance par Mike Osno, en suivant une partition générale, sans que le cinéaste ait la possibilité de voir ce qu'il était en train de filmer. La commande à distance avait la possibilité de gérer les intensités de 4 types de mouvements: zoom, rotation, panoramique horizontale et panoramique verticale. Snow agissait sur la commande à distance à la manière d'un musicien sur son instrument pendant une improvisation sur la base d'une partition générale, avec la différence pas négligeable de ne pas pouvoir entendre ses propres sons. De fait, dans cette improvisation, les contrôles sur l'agencement des images dans les séquences étaient délégués à la simple imagination de Michael Snow. Ainsi, la machine œil désincarné et hypercinétique qui radicalise le ciné-œil vertovienne et que j'ai décidé de ne pas vous montrer en photo, permet d'une part de se débarrasser du point de vue humain et d'autre part de se débarrasser presque totalement du geste humain, du moins de son intentionnalité. Les films se présentent donc comme une série de longues plans-séquences correspondant aux bobines de 16 mm sélectionnées sur la totalité d'environ 6 heures de tournage. Le montage vidéo est réduit à la juxtaposition des bobines et les plans-séquences ne sont interrompus que par les signaux visuels de la fin de chaque bobine. Un X jaune sur fond noir qui s'affiche pendant une vingtaine de secondes environ. Plan séquence qui explore l'image d'un paysage sans aucune présence humaine directe ou indirecte. Les sons qui accompagnent tous les films ont donc été ajoutés en post-production. L'œuvre de Michael Snow, qui intéresse plusieurs domaines artistiques, de la musique à la peinture, de la photographie au cinéma et à l'écriture, peut être considérée sous l'optique de certaines thématiques centrales, dont les questionnements sur le dispositif de la représentation et sur la temporalité du regard me semblent être parmi les plus importantes. Une poétique, celle de Snow, qui semble continuellement interroger l'œuvre et la subjectivité du regard qui est censé la voir. Si montrer la nature construite de l'œuvre d'art et ainsi mettre en échec l'illusion référentielle à partir non pas d'un processus d'abstraction mais d'une lecture mimétique est une démarche cruciale de son œuvre,
Il me semble cependant qu'elle ne se limite pas à faire voir le mécanisme de la représentation et non plus à faire un discours sur la représentation visuelle, mais plutôt à mettre en crise ces mêmes mécanismes. Cette crise de la réflexivité comporte alors une progressive désubjectivisation du spectateur. Il s'agit alors d'une œuvre sur le degré de présence et d'absence du sujet de l'énonciation. Pour simplifier brutalement, je souligne qu'il s'agit, quand on parle de sujet de l'énonciation, il s'agit autant du sujet auteur que du sujet spectateur, au moins de ces instances. Et par conséquent, un travail sur le degré de présence de l'œuvre même. L'automatisme de la prothèse machinique apte à produire des images semble en effet se substituer à la subjectivité de l'auteur et du spectateur dans plusieurs œuvres de Snow, autant cinématographiques, les très connus Wavelength de 1967, Back and Forth de 69, Presence de 81, pour ne nommer que quelques exemples, qui issus d'autres types de domaines artistiques comme la photographie et notamment dans des cas très proches temporellement à la conception et à la production de la région centrale. Authorization en 69 et Venetian Blind des années 70. Deux œuvres dont une très brève description nous peut donner des clés d'entrée dans la région centrale même. Authorization est une série d'autoportraits presque identiques, mais qui diffèrent en taille et en netteté, tout comme en zone de visibilité, agencés de manière récursive afin de recouvrir en partie la surface d'un miroir, entravant ainsi son rôle des machines à production d'images. Cette fluctuation sémiotique répond à un aller-retour énonciatif entre un discours figuratif réalisé mais qui se potentialise, l'autoportrait au miroir de Snow, et un discours actualisé qui a du mal à se réaliser, le face-à-face du spectateur avec l'autoportrait de Snow, tout comme le face-à-face du spectateur même avec le miroir dans la pièce originelle. La symétrisation de l'instanciation, prise de vue reflet, se potentialise au profit des positions énonciatives concurrentes. Et on voit comme, évidemment, la reproduction de l'œuvre a sa propre aura, parce que chaque reproduction est évidemment assez différente, et donc on peut jouer là-dessous. On voit Michael Snow ici, par exemple. L'autre, Venetian Blind, est une image tabulaire de Polaroid agrandie d'une série d'autoportraits aux yeux fermés, où interviennent les déclencheurs automatiques sur un visage pris dans un mouvement qui cherche à déléguer à l'hasard toute construction d'intention passionnelle. Cette intensité du visage flou et spasmodique s'inscrit dans les genres du portrait par la centralité de sa pose. Pourtant, les photos déjouent et refusent la plupart des formes canoniques du portrait. On adopte une mauvaise distance. La figure est floue sur un fond net. Les yeux sont fermés. Cette intensité sensible du visage bouleverse l'extensité du paysage net et facilement intelligible du fond. Des événements énonciatifs, un de l'ordre cognitif, les fonds en perspective, Venise, et l'autre affectif, passionnel, le visage de Snow, entrent en tension dans cette photo. Le spectateur est appelé à aller au-devant du déploiement figuratif du fond, qui dans la plupart des cas est fortement prospectif, bien que parfois la ligne d'horizon pend vers la droite ou vers la gauche, et ça, on va le voir, disons, intensifié dans la région centrale. Mais donc, le spectateur est entravé par la sollicitation du visage protensif du premier plan, mais sans regard et donc sans son marqueur déictique le plus puissant. La fonction des yeux est remplacée par les bras dont le simulacre qui apparaît au-dessus du bord inférieur nous sollicite en tant que spectateur, non pas comme un point dans l'espace de l'énonciation, mais en tant que corps. Non pas comme un point dans l'espace de l'énonciation, mais en tant que corps. Je me permets de souligner ces points parce que ça sera la thématique qui traversera, selon moi, à mon avis, l'analyse de la région centrale. Automatisme, hasard, des yeux fermés, on aurait du matériau pour avancer une hypothèse des citations surréalistes. Rien de plus lointain.
Il s'agit ici non pas de faire surgir une vision intérieure ou d'explorer la figuration de l'inconscient et du rêve. Il s'agit plutôt de rendre instables les éléments figuratifs en poussant la seule approche possible à l'œuvre qui est celle de résider dans le temps duratif de la dimension de l'énonciation, où la condition de subjectivité se raréfie par manque de points de repère fixes au profit de la recherche de nouvelles attitudes spectatoriales. Comme l'écrit Jacinto Lajeira, les œuvres de Michael Snow ne suivent pas la structure traditionnelle d'un début, d'un milieu et d'une fin, mais s'agencent selon un errement prémédité. Cette esthétique de raréfaction de la forme de vie typique de la subjectivité et de sa temporalité, au profit des nouvelles attitudes spectatorielles mises en place à travers la disparition du sujet artiste au profit de l'automatisme d'une machine autosuffisante, va rejoindre son comble dans la machine caméra de la région centrale, pour ensuite être développée sur des dimensions différentes tout le long de la production suivante de Snow. Je pense ici à des films comme le déjà mentionné Presence de 81, des installations vidéo comme Souffle solaire, Solar Breathing de 2002, ou à des œuvres photographiques comme Line Drawing with Synapse de 2003. La région centrale est devenue une pierre miliaire de l'histoire du cinéma et fait l'intérêt de beaucoup des manuels, autant de cinéma que de vidéo-art. Et il se trouve également cité dans beaucoup de classiques de la théorie du cinéma. Il suffira ici de citer des tomes comme Jacquemont, Esthétique du film, Christian Metz, L'énonciation impersonnelle ou Les sites du film, et Image-mouvement de Gilles Deleuze. Ce dernier, il y reviendra aussi dans le recueil d'entretiens intitulé Pour parler. Il me semble qu'en général, ces auteurs, comme d'autres, utilisent la région centrale de façon instrumentale et négative. Ils l'affichent comme point nodal de l'histoire du cinéma et comme point limite de l'expérience spectatorielle. Mais, une fois cette limite affichée, il semble s'arrêter, comme s'il y avait une difficulté ontologique à décrire et à analyser ces films au-delà de son statut de rupture à l'intérieur de l'histoire du cinéma. Il nous donne cependant une série de pistes de travail à explorer. On pense normalement aux instances énonciatives, celles correspondantes au simulacre d'auteurs et de spectateurs, comme à des instances organisées sur une échelle d'évaluation anthropomorphe. C'est-à-dire, par exemple, que l'instance de l'observateur inscrite dans l'énoncé, dans l'image, est censée organiser et filtrer la perception selon une mesure humaine. C'est le cas de la composition en perspective de l'historia albertienne et des peintres du Quattrocento qui ont suivi ces paradigmes. La place idéale du spectateur est une instance directe, homogène et non fragmentaire de l'organisation en perspective. Ce paradigme sera notamment mis en crise, du moins à partir du siècle suivant, par d'autres organisations de la composition picturale qui, tout en gardant cet ordre, les déjouent. Et notamment, la peinture des paysages, genre très proche au cas cinématographique assez extraordinaire de la région centrale, a beaucoup insisté sur ces détournements de l'ordre albertien jusqu'à de véritables tournantes, comme, pour ne nommer que quelques exemples le long du XIXe siècle, l'œuvre tardive de William Turner, les saturations lumineuses de Van Gogh, la longue recherche de Paul Cézanne sur les sujets de la montagne Sainte-Victoire. Il me semble qu'avec la région centrale, on aborde un autre tournant dans l'histoire de la représentation du paysage. Le film semble sortir du type d'aspectualisation à mesure humaine, non pas par un parcours informel ou d'abstraction, mais plutôt en adoptant une stratégie qui vise à se débarrasser des contraintes humaines, tout en restant dans les dispositifs classiques du cadre fenêtre et de l'œil monoculaire, à l'opposé des expérimentations de l'espace de cinéma qui étaient en vogue à l'époque de la production de ces films. Snow, à ses derniers propos, a dit « Mon œuvre est classique au sens où elle met en jeu une direction précise de la concentration. » Bien que le film n'exclue pas une lecture mimétique partielle, la région centrale met en discussion la possibilité d'un processus énonciatif de subjectivisation. Cherchons d'avancer quelques hypothèses sans trop retarder le temps bien plus intéressant du visionnage. Christian Metz, dans l'énonciation impersonnelle ou les sites du film, conteste largement l'application d'une théorie énonciative classique au cinéma, surtout quand le cadre énonciatif est censé se réduire à la seule dimension déictique. Je cite Metz, « Au reste,
Des mots comme énonciateur et énonciataire, avec leurs suffixes, portent en eux des connotations anthropomorphiques difficiles à éviter et assez fâcheuses en différents domaines, et notamment dans celui du cinéma, où tout repose sur des machines. Et il précise ensuite, lorsque l'énonciation se marque dans l'énoncé, au cinéma, ce n'est pas, ou pas principalement, par des empreintes d'éthique, mais par des constructions réflexives. Fin citation. C'est-à-dire que, d'après Metz, l'énonciation énoncée au cinéma ne se vérifie pas par des instances d'éthique, comme dans la manifestation verbale, par exemple, ou peut-être dans d'autres types d'images fixes, mais plutôt dans un processus réflexif, disons de métalangage, où le statut machinique du cinéma a sa partie fondamentale. Un des exemples qui incite à dissocier l'orientation énonciative de toute idée de personne ou d'être humaine que Metz mentionne est celui d'images subjectives sans sujet, c'est-à-dire, tout simplement, toutes les subjectives qui montrent des cadrages construits à partir d'un point de vue machinique, par exemple, les visions de véhicules. Néanmoins, ajoute Metz, ces points de vue sont en quelque sorte subjectivisés du fait d'être associés à tel ou tel personnage, ou pour leur place symbolique au sein de la narration. Ce n'est que le cinéma expérimental qui développe ces, je cite Metz, figures de décentrement pur sans recentrage ultérieur, ou dont le centrement ne peut être compris que comme l'œuvre d'une mécanique, où la caméra est le seul sujet voyant. Ce sont au strict le seul cas des caméras subjectives. Parmi les fils cités par Metz, la région centrale sera en première place. Thierry Deduve, dans son article, le dit encore plus clairement. Les résultats, il écrit, est un espace moins ici et un temps moins maintenant. Avec la région centrale, je n'habite jamais le ici et le maintenant. Il ne m'habite pas non plus. Il me semble cependant que cette question sur les films d'Esnon ne résout pas les problèmes, mais ouvre plutôt à des interrogations sur le processus d'instanciation de la désubjectivité que le film peut engendrer, et surtout sur la dimension temporelle de cette instance. On se demande alors, quel espace, quel temps et quels sujets sont-ils inscrits dans ce film? En effet, en regardant la région centrale, on a l'impression d'assister à une relation entre un pur regard machinique et un paysage sans repère humain. Deleuze parle d'un pur spatium, où l'image tourne sur l'image. Dans l'image-mouvement, Deleuze mentionnera la région centrale parmi les films qui relèvent de l'espace quelconque. Le philosophe emprunte cette expression de Pascal Auger en lui donnant une définition plus large. Un espace parfaitement singulier qui a seulement perdu son homogénéité, c'est-à-dire le principe de ses rapports métriques ou la connexion de ses propres parties, si bien que les raccordements peuvent se faire d'une infinité de façons. L'espace quelconque garde une seule et même nature. Il n'a plus de coordonnées, c'est un pur potentiel. Fin de citation. Les mots de Deleuze nous font comprendre que dans le cas de la région centrale, il ne s'agit pas seulement de la déconnexion de la caméra de l'œil humain et de briser ainsi un très vieux couple filmique, phénomène déjà bien présent depuis longtemps, du moins à partir des années 20, quand le regard filmique n'est plus lié au corps de l'opérateur, comme le montre de façon prodigieuse le film de Dziga Vertov, L'homme à la caméra du 29, mais aussi de plus en plus dans l'usage dans les années, par exemple, déjà 70-80, des dispositifs comme la Steadicam ou la Palouche, qui ont évidemment brisé ces couples. En effet, avec Metz, on a noté que même dans les cadres énonciatifs les plus inhumains, on est souvent face à une réfiguration par une sémantisation propre à une forme de vie anthropique. Il s'agit alors de déplacer l'instanciation de la subjectivité sur une autre dimension et une autre temporalité. Cette suspension de tout positionnement du sujet crée alors un nouvel ordre de temps, ou un nouvel désordre de temps. Deleuze écrit que s'il est vrai que le cinéma expérimental tend vers une perception d'avant les hommes ou d'après, il tend aussi vers les corrélats de celle-ci, c'est-à-dire vers un espace quelconque débarrassé de ses coordonnées humaines. Snow avait d'ailleurs des propos ambitieux dans les projets de cette œuvre.
il écrit dans les projets qu'il présente à la Film Commission canadienne. Je veux faire un immense film des paysages, qui soit au cinéma ce que sont à la peinture les grands tableaux des paysages de Cézanne, Poussin, Corot, Monet, Matisse, et au Canada, des peintres du groupe de 7. Il ajoutait « Le film sera une sorte d'enregistrement absolu d'un lieu sauvage », en disant que l'effet produit par le mouvement mécanisé de la caméra-machine sera équivalent à ce que j'imagine être les premières images de la surface de la Lune filmées avec rigueur. Sauf que l'on aura l'impression de voir un enregistrement du dernier paysage sauvage terrestre, un film que l'on emportera dans l'espace, un souvenir de ce que fut la nature. Une sorte d'adieu à la planète Terre, ce que, me semble-t-il, nous sommes en train de vivre. Contrairement à ce que proposent la plupart des films, celui-ci ne se contentera pas de présenter une histoire humaine, mais une histoire mécanique et naturelle. Je reviens sur l'anglais parce que c'est un peu différent de la traduction française. In complete opposition to what most films convey, this film will not present only human drama, but mechanical and natural drama as well. Et après, Snow termine disant « Les cadres soulignent la continuité cosmique qui est belle, mais tragique. Elle se poursuit sans nous. » Il s'agit alors de la possibilité de regarder un paysage, dépourvu de l'histoire humaine passée ou future, et ne pas le faire dans l'obligation d'une subjectivation, puisque le paysage a été soumis à une opération de désubjectivisation. Dès là, alors, un nouveau parcours de subjectivisation nous impose, comme mouvement positif et non négatif, c'est-à-dire celui d'acquérir un nouveau mode d'existence spectatorielle, hors du temps humaniste. Le cinéma a maintes fois expérimenté la sortie de la narration d'un temps historique par la narration d'un temps cyclique, dont la répétition est l'enjeu principal. Et c'est là même quand la médiation fictionnelle est réduite au minimum et le visible n'est pas au service de l'enchaînement des actions, mais gagne le temps de produire son propre effet. Entre autres, je pourrais ici renvoyer au petit livre de Jacques Rancière consacré au film de Bellatar, Le temps d'après, magnifique œuvre cinématographique du temps de la répétition et même de la fin du temps. Je me réfère surtout au dernier film du cinéaste hongrois, Le Cheval de Turin. Mais ici, il ne s'agit pas d'une poétique issue de la narration, mais plutôt de l'investissement d'une écologie énonciative différente. C'est alors un auteur moins connu et non pas sorti directement du circuit académique qui a eu l'hybris de consacrer un livre exclusivement à la région centrale. La cinéaste et historienne du cinéma Stéphanie Delopino. Nous sommes d'accord avec ces mots. Le sujet humaniste s'évanouit dans un régime spéculaire totalisant dans lequel les visibles ne témoignent plus de la présence de l'homme. Il semble même lui préexister. L'espace enregistré rassemble à l'idée que l'on peut se faire d'un paysage pré-humain, un paysage dans lequel aucune trace de l'intervention de l'homme n'est décelable, un paysage lunaire, minéral et inhabitable. Mais il nous semble plus intéressant, quoiqu'il peut sembler plus naïf, les commentaires qu'elle fait sur l'expérience de la vision du film. Elle dit « J'avais gardé un souvenir ébloui de la région centrale. Après être sorti de la salle, à la fois complètement lessivé et dans un état d'apaisanteur indescriptible, s'il fallait les rapprocher de quelque chose, je dirais qu'il s'agit typiquement de l'état dans lequel on se sent après avoir fait longuement l'amour. La relation physique à ces films est en effet aussi essentielle qu'intense. Si elle n'a pas lieu, on passe à côté d'une expérience inédite et incomparable. Je dirais donc que le spectateur se vulnérabilise face à la région centrale, dans la recherche d'une forme de vie possible à l'intérieur du cadre énonciatif de la vision de la machine, de la vision machinique épuisante, tournoiement exténuant d'un point de vue infatigable sur une wilderness sans présence humaine, où l'effacement de repères cartésiennes est accompagné par un son hypnotique pendant plus de 3 heures. Il peut sembler un paradoxe, mais à bien regarder, ces processus de vulnérabilisation du spectateur par l'œuvre d'un œil radicalement non humain visent à une subjectivité qui est de l'ordre de la chair, plutôt que de la réponse en tant qu'identité spectatorielle d'un jeu conscient. La région centrale est alors
un phénomène perceptif qui entame en profondeur la dimension somatique de ce qui regarde. Chantal Akerman parlait en effet de la région centrale comme le film qui lui avait ouvert la question de la relation entre le film et le corps du spectateur. C'est peut-être un sémiologue italien fortement interdisciplinaire et spécialisé dans le cinéma, Pierluigi Basso, qui ouvre son livre Confini del cinema, Frontières du cinéma. Et dans ce livre, il nous donne une clé de lecture de ce film qui se place entre Metz et Deleuze pour rejoindre les analyses de Stéphanie Delopino. Cet auteur pense que, quoique exceptionnel dans ces cas, la déanthropisation du point de vue n'est pas suffisante à rompre avec une subjectivité réglée par des valeurs anthropiques, à laquelle le cadre énonciatif peut facilement revenir à travers des analogies figurales et plastiques. Mais en même temps, il explique que la région centrale représente un véritable point de catastrophe de l'intensification de cette déanthropisation. Et il ajoute « Le film rejoint ces points de catastrophe en premier lieu par saturation, par entropie, et seulement successivement par un dépassement vers un radical manque de relations entre faire énonciatif et domaine des valeurs anthropiques. » Donc ce n'est pas seulement la désanthropomorphisation du regard qui désarticule la subjectivité du spectateur, mais plutôt l'épreuve esthétique et esthésique dérangeante qui vulnérabilise cette même subjectivité. Le processus qui était déjà au cœur de deux œuvres d'autoportrait photographique, où le spectateur se trouvait suspendu dans le temps duratif de l'énonciation, semble ici intensifier sa puissance pour rompre définitivement la stabilité perceptive. Le film, tout en la rendant possible, reste au-delà d'une saisie figurative et cognitive, en s'inscrivant sous les signes d'une pure sémiotique de l'expérience, qui offre les cadres épistémologiques des effets sur la chair propre. Paul Ricoeur nous a fourni une œuvre très importante sur les possibilités, entre histoire et fiction, de comprendre l'inscription des apories du temps dans un récit. La notion utilisée par les philosophes français est celle d'identité narrative, qui nous fournit aussi un paradigme excellent pour étaler la question du récepteur, individuel ou collectif, face au récit. Ricoeur nous parle d'une identité narrative comme quelque chose qui reconfigure les caractères d'un individu ou d'une communauté selon la dimension dialectique entre la mémété et l'ipséité, donc la permanence dans soi-même et la négociation de ce soi-même avec les récits dans lesquels il peut se reconnaître. Cette notion, quoique indispensable dans l'optique d'une recherche sur le temps, me semble se placer au-delà ou en deçà de l'articulation de la chair qu'on essaye d'esquisser dans le cadre énonciatif de la région centrale. La possibilité spectatorielle déclenchée par le film Desno concerne en effet une potentialité temporelle qui est celle propre à la chair, à la constitution du sujet, plus comme détermination biologique et moins comme modulation culturelle. Pour retrouver un des mots-clés de la recherche de ces colloques, on pourrait parler d'une temporalité de l'histoire naturelle qui se développe en tension avec celle du récit propre à l'identité théorisée par Ricoeur. Dans le cas de Snow, il n'y a pas simple délinéarisation du temps par les procédés de la répétition construite narrativement ou par image. Il y a sortie du temps du sujet au profit de celui de la chair. Mais comment pouvoir décrire ce corps rendu vulnérable, abandonné par la stabilité du sujet énonciatif classique, libéré de la contrainte de la représentation, nu corps répondant, corps déterritorialisé dans la surface de la chair? Si Emmanuel Levinas nous rappelle que le corps est une permanente contestation du privilège qu'on attribue à la conscience de prêter l'essence à toute chose, il me semble que la notion de corps sans organe du couple Deleuze-Guattari, tirée et développée de celle d'Antonin Artaud, quoique non exempte de problèmes théoriques, est la plus proche à celle qu'on voudrait entrevoir dans la transformation du sujet spectateur opérée par la région centrale. Très brièvement, je reviens sur quelques passages de Mille plateaux. Et je regarde l'heure. Les corps sans organes, ce n'est pas du tout une notion, un concept, plutôt une pratique, un ensemble de pratiques.
Les corps sans organes, on n'y arrive pas. On ne peut pas y arriver. On n'a jamais fini d'y accéder. C'est une limite. Ensuite, les corps sans organes, c'est ce qui reste quand on a tout ôté. Ce qu'on ôte, c'est précisément le fantasme, l'ensemble des signifiances et des subjectivations. Le corps sans organes n'est pas encore mort, mais encore vivant, d'autant plus grouillant qu'il a fait sauter l'organisme et son organisation. Les corps sans organes, c'est-à-dire les corps non formés, non organisés, non stratifiés ou déstratifiés. C'est alors la condition du spectateur de la région centrale, en tant que corps sans organes, qui nous permet l'expérience d'un temps hors du théâtre du jet, où la sensation nue est libérée du poids de la représentation et la constitution biologique du sujet prime sur celle culturelle. D'ailleurs, c'est par le biais de la condition du corps sans organes qu'on peut accéder à la question philosophique du plan d'immanence, pour faire naître de nouveaux modes d'existence, question de plus en plus urgente vu, et là je le dis très brutalement, vu la fin de la croyance dans le monde des hommes d'après au moins la Deuxième Guerre mondiale. C'est le couple de philosophes français qui revient sur ces problèmes dans « Qu'est-ce que c'est la philosophie ?» Je les cite encore. « Il se pourrait que les problèmes concernent maintenant l'existence de celui qui croit au monde, non pas même à l'existence du monde, mais à ses possibilités en mouvement et en intensité pour faire naître de nouveaux modes d'existence encore, plus proches des animaux et des rochers. Il se peut que croire en ces mondes, en cette vie, soit devenue notre tâche la plus difficile, ou la tâche d'un mode d'existence à découvrir sur notre plan d'immanence aujourd'hui. C'est alors de cette tâche qui, à mon avis, s'occupe les films de Michael Snow. Comme le dit l'artiste canadien, mes films sont des expériences à vivre, de véritables expériences, même s'ils relèvent de la représentation. J'ai conclu cette présentation en disant que parfois, quoique très rarement, Snow nous propose une récupération de certains aspects d'un cadre énonciatif plus traditionnel. L'unité des temps aristotélicien de cette tragédie machinique semble s'étaler sur une série de progressives intensifications des mouvements qui s'entrecroisent à des moments de basse activité cinétique, en donnant des traces de prévisibilité qui font penser à une structure, un peu comme dans une partition musicale d'une œuvre monumentale. Je ne me permets pas de vous dire plus sur cet aspect pour ne pas commettre les crimes de spoiler dont je faisais mention au début de mon intervention. L'autre aspect concerne la seule partie du paysage qui reste inexplorée, la machine elle-même, la région centrale. Nous ne sommes jamais en présence de son image. Comme dit Snow dans sa interview, la machine était conçue pour ne pas être vue. Mais grâce à l'énième automatisme dans la production d'images, qui est quand même à l'origine mythologique de la peinture selon Pline, le film ne nous cache pas une apparition furtive de l'ombre de la machine à caméra. Dans les tremblements continuels de la constitution du sujet face au film, ce bref moment de mise en image de la machine représente un sursaut de stabilité, moment de fluctuation d'intensité dans les processus de la pratique d'un corps sans organes qui nous permettra d'expérimenter un nouveau mode d'existence tout en restant capable de sortir de cette salle d'ici 3 heures pour retrouver notre théâtre du jet pour la soirée. Merci.